comment s'organiser quand on est TDAH et à son compte. Et on va prendre TDAH dans le sens large, c'est-à-dire que les neuroatypies associées, que ce soit le HPI, etc., on le prend en compte là-dedans, parce que moi aussi je suis concerné par le HPI, moi j'ai le TDAH plus HPI, donc on prend en compte cette neuroatypie en général. Je vais vous partager quelques astuces pour reprendre le contrôle et on va commencer tout de suite. Déjà, avant de démarrer, il faut garder en tête que moi, le but de cette présentation et le but de cette démarche avec Anne, c'est certes de vous apporter un maximum de valeur, un maximum d'éléments pour nourrir votre curiosité, répondre à vos questions et mettre en place des choses de votre côté, mais c'est aussi et surtout vous donner envie d'aller plus loin. C'est-à-dire que la productivité, ça va bien au-delà des astuces miracles. En 30 minutes et même en 1 heure et demie de présentation, on ne va pas pouvoir tout aborder et surtout, je ne vais pas pouvoir rentrer en détail dans chacune de vos situations. Donc, il y aura toujours une partie assez générique de ce que je dis. Euh, il faut aussi savoir que donc je parle de TDAH, Anne parle de TDAH, mais on n'est pas professionnel de santé. Donc si vous avez des questions, des sujets là-dessus, des doutes ou n'importe quoi, c'est avant tout à un pro de santé qu'il faut en parler, en tout cas sur ce sujet médical du TDAH. Et dernière chose aussi par rapport à ça, le but étant de vous donner envie d'aller plus loin, moi je suis ultra transparent par rapport à ça. À la fin, je vous proposerai qu'est-ce qu'il est possible de faire pour aller plus loin justement avec moi et par rapport à mon accompagnement. Donc Anne est au courant, on s'est mis d'accord là-dessus. Il y aura la possibilité de réserver un petit point avec moi si vous voulez discuter de ma méthodologie, voir si c'est adapté pour vous, si on peut faire quelque chose ensemble. On vous partagera les infos. Mais en tout cas, en attendant, nous, on va vous partager un maximum de choses pour que vous puissiez avancer de votre côté. Donc, en 2 mots, on l'a abordé tout à l'heure, mais je le redis pour ceux qui sont arrivés en décalé. Donc moi, c'est Mika, j'ai un TDAH, je suis entrepreneur et je suis aujourd'hui coach en productivité pour les personnes TDAH. Avant ça, j'étais un gros galérien de l'organisation, mais comme beaucoup qui se lancent dans un métier où en fait, souvent des cordonniers mal chaussés, c'est-à-dire qu'on aide les autres sur des sujets sur lesquels soi-même on galère. Mais en fait, on est les mieux placés pour traiter ces sujets-là parce qu'on les vit au quotidien, on vit les difficultés au quotidien, on essaie de trouver des solutions, on les teste, donc on est vraiment expert malgré nous du sujet qui nous pose problème. Et donc derrière, ça crée aussi une approche qui est assez efficace et assez incarnée, ce n'est pas des conseils génériques comme vous allez pouvoir l'observer. Le constat, quand on est à son compte, donc, c'est qu'on perd son cadre. On est dans une situation où on n'a plus forcément quelqu'un qui nous dit quoi faire, on a énormément de liberté devant nous. Souvent, c'est après une expérience professionnelle qui ne s'est pas forcément bien passée, ou une reconversion, ou pour certaines personnes, un burn-out. J'en rencontre beaucoup trop de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat et qui font appel à moi pour éviter de se taper un deuxième burn-out, mais cette fois-ci entrepreneurial. Et dans ce contexte, chaque nouvelle idée semble être la priorité. Toutes nos envies émergent, on a la possibilité de le faire, sauf que souvent ça s'accumule et on ne sait pas forcément distinguer ce qui est important de ce qui est urgent. Le résultat, c'est qu'on finit par s'éparpiller, on finit par procrastiner, ou pire, on finit par se cramer et abandonner son projet. Quelques chiffres clés à avoir en tête, c'est que le TDAH et l'entrepreneuriat sont beaucoup plus liés que ce qu'on croit. On sait déjà qu'on a 30% des personnes qui sont à leur compte qui présentent des symptômes de TDAH. Donc pas forcément un TDAH diagnostiqué cliniquement, mais des symptômes de TDAH. Je mets la source juste en dessous. Si jamais ça en intéresse certains, je pourrais vous envoyer les informations concernant l'étude. Et chaque année, l'autre chiffre, c'est qu'il y a plus d'1 million d'entreprises qui sont créées en France. Donc si on fait le rapport entre les deux, ça fait quand même un paquet de personnes TDAH qui créent des entreprises chaque année en France. On le voit sur cette courbe. En 2012, on avait quasiment 570 000 entreprises qui se créaient. Et en 2022, on en a 1 072 000. Donc c'est vraiment une croissance énorme. Et je pense que si on regarde les chiffres en 2023-2024, ça n'a pas décru. Je pense que c'est soit pareil, soit en croissance. Et on voit aussi la proportion en jaune de micro-entrepreneurs qui sont représentés parmi les créations d'entreprises. Donc une énorme majorité de personnes en micro-entreprise. Le réflexe classique quand on se lance, et le piège dans lequel on tombe tous un jour ou l'autre, c'est de créer une usine à gaz d'organisation. On se dit que vu que c'est le chaos, on va essayer de créer des systèmes assez complexes, parce que toutes nos idées, toutes nos arborescences sont elles-mêmes assez complexes. On se retrouve avec des to-do list infinies, où on essaie de créer un Notion ultra structuré, on regarde des vidéos, on télécharge des templates, on met en place plein de choses. Résultat, on se retrouve avec des systèmes beaucoup trop complexes à maintenir dans le temps. Et j'aime bien ce petit mème à droite, où en fait les gens débutants commencent par Apple Note, ensuite plus on avance, on se retrouve à utiliser des systèmes ultra complexes de second cerveau avec des automatisations, du Obsidian, du Notion, du machin, et à la fin les experts, ils en reviennent exactement comme avec les débutants,
ils sont avec un outil comme Apple Notes qui soit très simple. Et moi, c'est vraiment, ça représente vraiment mon état d'esprit dans mon approche, c'est que la simplicité gagne toujours. Plus le système est simple, plus vous allez pouvoir l'utiliser. Plus c'est complexe, plus ça va vous demander des efforts. Et quand on rajoute un TDAH, eh ben, c'est se mettre des bâtons dans les roues plutôt que quelque chose qui nous aide. L'autre risque, c'est aussi de se retrouver donc à procrastiner, à scroller peut-être sur les réseaux sociaux et à tomber sur ce que j'appelle des conseils lambda inspirationnels. Les conseils lambda inspirationnels, c'est typiquement le genre de post sur la droite, des trucs qui font des likes, des commentaires et des republications en pagaille, mais qui derrière partagent des astuces qui sont certes intéressantes, mais plutôt banales et surtout qui ne changent rien à l'implémentation. La règle des 5 minutes, manger la grenouille, déléguer plus, la technique Pomodoro, éviter le multitâche, utiliser des alarmes, tenir un agenda, limiter les réseaux sociaux. Tout ça, on le sait, mais je ne pense pas que les 5500 personnes qui ont liké le post gèrent ces aspects-là. Et donc, c'est pas forcément ça qui va nous aider, même si on sait ce qu'on doit faire, c'est pas pour autant qu'on le fait. Donc, l'enjeu, c'est comment on met en place quelque chose pour soi, en prenant en compte d'où est-ce qu'on part, où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on utilise déjà, qu'est-ce que c'est notre façon de fonctionner. Et parfois, ces conseils peuvent aussi nuire à notre conception de la productivité, parce que qui dit conseil lambda, dit peut-être conseil inadapté à nous. Et moi, il y a des personnes dans mon accompagnement, à la même personne, enfin à deux personnes différentes, pardon, je peux dire un conseil et à l'autre totalement l'inverse. Parce qu'ils sont dans des situations différentes. Et donc, ce qui marcherait pour l'un ne marchera pas pour l'autre. Et ça, dans des contenus un petit peu génériques, ben, on ne peut pas rentrer dans ce niveau de nuance. C'est pour ça que mon accompagnement existe aussi, c'est pour pouvoir proposer quelque chose d'assez personnalisé et rentrer dans le détail, parce que c'est comme ça qu'on met en place quelque chose de pertinent et qui tienne sur la durée. Parce que quand on n'arrive pas à trouver justement ce qui tient sur la durée, eh ben, on se retrouve dans le cycle de l'échec. Et ça ressemble à ça. La première étape, c'est qu'on est dans une sorte de motivation intense. On se dit, j'ai enfin trouvé la solution, l'outil absolu qui va nous aider. Et donc, on met en place le setup parfait, on passe des heures et des heures dessus, mais on se dit que ça en valait la peine. Sauf que quelques jours, quelques semaines peut-être d'application plus tard, on se rend compte que ça fait un peu longtemps que j'ai pas regardé mon outil et que je fonctionne sans, en fait, au quotidien. Et on se retrouve à l'abandonner en se disant que finalement, c'était pas si important. Et on se retrouve à la case départ jusqu'à ce qu'on trouve une nouvelle pub ou une nouvelle ressource qui nous met devant un outil qui semble le nouvel outil miracle et on retourne dans le cycle ad vitam aeternam. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'on a l'impression de travailler alors qu'en fait, on n'avance pas du tout sur son projet pendant qu'on fait ça. Voilà. Pourquoi ça marche pas? Moi, je me suis vraiment posé la question en observant ça, déjà chez moi avant et ensuite chez les personnes que j'ai rencontrées. Pourquoi ça marche pas? C'est quoi le vrai problème qu'il y a derrière tout ça? Et moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est que souvent, quand on essaie de mettre en place un système de productivité, on lutte contre notre cerveau. On confond complexité et efficacité, et c'est aussi une manière, en fait, de rassurer notre cerveau en évitant les vrais sujets. Les sujets qui nous mettent mal à l'aise, comme par exemple vendre, prospecter. J'ai vu quelqu'un qui partageait ça dans le chat tout à l'heure. Et donc, de lutter contre son cerveau, d'essayer de mettre en place des choses qui sont peut-être pas adaptées à comment on fonctionne, ça coûte de l'énergie, ça coûte du temps, et derrière, ça peut mettre en péril le projet entrepreneurial, parce que selon la situation dans laquelle on est, que ce soit des allocations chômage le temps de faire la transition, ou des fonds personnels, ou des choses comme ça peut vraiment mettre en péril le projet parce que le temps presse et qu'on ne sait pas forcément par quel bout le prendre. Et en plus, on ne prend pas forcément en compte la neuroatypie par laquelle on est concerné dans la mise en place de ce fameux système. Et donc l'idée aujourd'hui, ensemble, c'est de changer de perspective, c'est d'essayer de prendre le problème à l'envers. Déjà, je le disais tout à l'heure, de simplifier au maximum la tâche pour notre cerveau. C'est-à-dire de commencer petit, mais solide. Et ça va nous permettre quoi? Ça va permettre de libérer plus d'énergie pour pouvoir passer à l'action derrière. C'est vraiment super important de se prendre la tête au minimum sur ces questions d'organisation pour pouvoir en fait passer à l'action. Et c'est dans l'action, c'est dans le mouvement qu'on va pouvoir apprendre, qu'on va pouvoir progresser, qu'on va pouvoir échouer et qu'on va pouvoir derrière apprendre des choses et développer son entreprise. Mais on ne pourra pas éviter cet inconfort, on ne pourra pas éviter ces échecs, mais en tout cas, mettre en place un système d'organisation trop complexe, c'est la meilleure façon d'éviter tout ça et donc de mettre à mal son projet entrepreneurial. Donc moi, il y a deux grandes approches que j'ai identifiées dans l'organisation personnelle. C'est l'approche d'une part bottom-up et ensuite l'approche top-down. Donc bottom-up, bottom c'est en bas et up c'est en haut. Donc l'approche bottom-up, elle part d'en bas pour aller en haut et l'inversement, l'approche top-down, elle part d'en haut pour aller en bas. Donc, je vais vous décrire un petit peu en quoi ça consiste. Sous la forme de trois grands principes. Déjà, le premier principe de l'approche bottom-up, c'est de s'organiser pour agir.
Ça, c'est vraiment super important. Le but de l'organisation, c'est pas de classifier, c'est pas de trier, c'est pas de thématiser les choses. Le but, c'est agir. Comment je m'organise pour agir? S'il y a un truc que je veux que vous reteniez de cette présentation, c'est ça. Le but, c'est l'action. Le but, c'est pas un beau système d'organisation parfaitement fait. Sinon, on devient bibliothécaire, on devient archiviste, c'est des super métiers. C'est pas forcément les projets entrepreneuriaux que vous avez. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire. Dites-le moi dans le chat si c'est le cas. Donc l'idée, c'est de s'organiser pour agir. Comment on fait? Déjà, la base des bases, c'est d'avoir un gestionnaire de tâches, un outil qui nous aide à gérer les trucs qu'on doit faire. Ça, c'est l'exemple de ce qu'on a à droite. C'est l'outil que j'utilise avec une boîte de réception, les tâches du jour, les tâches à venir. Basta, tout le reste, on l'oublie. C'est juste savoir, quand je me lève le matin, j'ouvre ça, ok, voilà les trucs que j'ai à faire. Et l'objectif à la fin de la journée, c'est de faire tout ce qui est écrit. La deuxième chose, c'est de planifier sa semaine. C'est super important de planifier un maximum son temps. Alors, on ne va pas tout respecter, mais l'enjeu, c'est d'avoir un visu sur à quoi va ressembler les créneaux de travail dans sa semaine et surtout de ne pas avoir à décider ça le jour J, parce que décider, ça coûte de l'énergie. Et c'est super important de distinguer la planification de l'exécution. Donc, le fait de planifier sa semaine du fait de faire les trucs qu'on a à faire. Donc ça, c'est la deuxième chose, et je vous montrerai juste après à quoi ressemble mon agenda. Le troisième point, et c'est en fait la synthèse des deux, c'est prévoir le deep work, c'est-à-dire prévoir les créneaux de travail. Donc c'est des créneaux qui ne sont pas des rendez-vous, qui ne sont pas des interactions avec d'autres humains, c'est des créneaux où on avance sur ses tâches, on avance sur ces sujets et on essaye de le respecter autant que possible. Et si on ne les respecte pas, c'est pas grave, on essaie d'apprendre de pourquoi ça ne fonctionne pas. Et idem, l'idée, c'est d'apprendre le plus vite possible de ce qui ne fonctionne pas. Et parfois, avoir une tierce personne pour un peu avoir un regard au-dessus de son épaule et avoir des retours et voir ses angles morts, c'est aussi super pratique. Donc là, vous avez un exemple de mon agenda. Donc ça, c'était une semaine en novembre, il me semble. En fait, vous avez moi toutes les matinées qui sont bloquées pour du deep work, donc deep work au sens très général. On ne pourra pas y rentrer dans ce que j'entends par deep work et distinguer les choses, mais en tout cas, l'idée c'est de me dire tous les matins, j'ai des créneaux qui sont dédiés à avancer sur mes sujets. Et ensuite, j'ai des créneaux qui sont dédiés à des rendez-vous, qui sont dédiés au sport, qui sont dédiés à mon chien, qui sont dédiés à mes amis, etc. Le deuxième principe super important qui vient dans la continuité de l'autre, c'est la weekly review. La weekly review, c'est la revue hebdomadaire en français, c'est un point chaque semaine qu'on fait pour un petit peu faire le tri dans tous ces différents espaces numériques. L'objectif, c'est d'arriver à l'inbox zéro, donc des boîtes de réception vides, et les boîtes de réception, on en a plusieurs. On a les mails, on a son agenda, on a son bureau et ses téléchargements sur son ordinateur, on a ses papiers et ses notes, et on a enfin ses tâches. Donc moi, j'ai un petit post-it sur mon bureau d'ordinateur avec ces différentes étapes-là. Et quand je fais ma weekly review, je passe par chacune de ces étapes. Je regarde mes mails, je regarde mon calendrier, je capture les tâches qui me viennent. Et ça me permet toujours d'avoir un checkpoint chaque semaine et d'être très intentionnel dans ma manière, dans la manière dont mes semaines se suivent. Parce que sinon, on se fait happer dans un vortex, on voit plus le temps passer, on a l'impression de subir. Donc ça aide énormément. Et on a un témoignage là d'une cliente à droite qui me fait un retour, qui me montre sa boîte mail vide alors qu'elle avait quasiment 3000 mails dans chacune de ses boîtes, donc 9000 mails en tout. Et donc là, elle venait de finir une weekly review et elle partageait ça sur le groupe WhatsApp de la communauté pour partager sa victoire. Et ça fait super plaisir de voir ça. Troisième et dernier principe de l'approche bottom-up, c'est qu'il ne peut pas y avoir de clarté sans ordre. Et donc oui, beaucoup de personnes soulignent l'importance de la vision. Souvent, on commence certaines approches par voilà, qu'est-ce que c'est la vision, où est-ce qu'on veut aller, quels sont les objectifs, etc. Moi, j'aime bien avoir cette approche inverse, du moins quand je travaille sur l'organisation personnelle, de se dire, OK, c'est quoi aujourd'hui les trucs que tu dois faire et on va partir de là pour dessiner la vision au fur et à mesure de ta mise en mouvement. Et les réponses, il y a en tout cas pas toutes, mais une grosse partie des réponses vont arriver de ce fameux passage à l'action. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir commencer à se poser les vraies questions. Mais sans poser ce socle, dans tous les cas, se poser des grandes questions existentielles ne va pas forcément nous aider à se focaliser sur l'essentiel et à avancer. On n'oublie pas que le TDAH, c'est parfois décrit comme un trouble de l'autorégulation, comme un trouble dysexécutif. La fonction exécutive, c'est exactement la partie du cerveau qui nous permet de passer à l'action. Donc il faut trouver des astuces pour débloquer ça, parce que souvent c'est là que réside le problème, et c'est là qu'on se sent aussi le plus bloqué parfois.
Dans un deuxième temps, ben, je vais vous parler un petit peu de l'approche top-down qui est quand même super importante. C'est cette fameuse approche basée sur les objectifs et tout coaching, c'est un accompagnement vers un objectif. On pourra revenir sur le sujet après parce que ben, c'est ce que fait Anne par exemple dans ses accompagnements et c'est ce que fait Jennifer, moi la personne avec qui je collabore. Le coaching, c'est aller vers un objectif. Et donc moi, vu que j'accompagne des entrepreneurs, en général, ben, c'est réussir son projet d'entreprise ou retrouver du temps pour soi ou éviter de tomber en burn-out. Mais le coaching, ça permet aussi d'accepter son TDAH, de maîtriser ses particularités, de travailler son mindset, en tout cas de retrouver du sens et de retrouver le sentiment de progresser. Ça, c'est vraiment super important de renouer avec ça. Et donc s'organiser pour avancer, c'est bien beau, mais comment on peut savoir ce qui ne va pas sans ouvrir le capot? Comme je l'ai dit en commençant la présentation, il n'y a pas de méthode universelle. J'aimerais bien qu'il y en existe une parce que je pourrais faire une formation et juste vendre une formation, sauf que ça ne fonctionne pas. Il faut voir avec chaque personne d'où elle part, comment elle fonctionne, ce qu'elle a déjà essayé, pour qu'on puisse établir les bonnes étapes à suivre pour évoluer. Donc selon la situation, ça peut changer du tout au tout. Et comme chaque personne TDAH est unique, comme chaque projet que vous avez est unique, vos expériences passées, vos objectifs de vie, il faut avoir un petit peu ce diagnostic qui se met en place. C'est comme un mécanicien où vous arrivez, votre voiture, elle fait des bruits bizarres. Si la personne vous donne tout de suite une solution, c'est un petit peu bizarre. C'est mieux si elle regarde un petit peu ce qui se passe sous le véhicule, qu'elle teste des choses pour savoir exactement quel est le sujet derrière. La question, c'est comment est-ce qu'on peut faire concrètement dans votre situation? Et donc là, on a un petit peu deux options avant qu'on passe sur le question-réponse. Déjà, moi, l'opportunité que je vous propose là, c'est de voir un petit peu entre deux chemins qui s'ouvrent à vous. C'est soit le premier choix, c'est de continuer donc par vous-même, seul, de tester ces cycles d'essais-erreurs, potentiellement ça consomme un petit peu d'énergie, un petit peu de frustration aussi, voire de la dysrégulation émotionnelle. On peut se retrouver avec des doutes, avec de l'envie d'abandonner, se demander ce que c'est fait pour moi, est-ce que je vais y arriver. Mais en tout cas, c'est une option qui se pose. Et elle est totalement OK parce que selon le stade auquel vous êtes, c'est une bonne chose de commencer seul en fait et de faire ses armes un petit peu de son côté, de tester des choses. Je dis vraiment pas que c'est impossible d'y arriver seul. C'est juste que c'est plus long, c'est plus énergivore, même si ça nous fait aussi économiser certaines ressources à court terme, comme de l'argent. Mais encore, derrière, on peut aussi perdre de l'argent sans s'en rendre compte avec des opportunités ratées. Donc derrière, c'est vraiment un rapport coût-bénéfice à faire. Nous, on a plein de ressources. Vous pouvez aller sur le site TDH au quotidien, vous pouvez aller sur mon site, vous pouvez voir un petit peu les contenus que je poste sur LinkedIn. Vous pouvez juste assister à ce live et poser des questions. Ce sera plein de ressources que nous, on met à disposition gratuitement qui vous permettront d'avancer. Mais en tout cas, il y a aussi un coût, même s'il n'est pas monétaire, à faire les choses de cette manière-là. La deuxième possibilité, c'est d'être accompagné. L'idée, c'est vraiment de mettre en place un système sur mesure, un cadre qui est aussi testé et approuvé par les personnes que j'ai accompagnées, avec une progression claire, avec des résultats concrets, pour un petit peu retrouver confiance en ses capacités et se dire je suis capable d'atteindre mes objectifs et je sais comment faire. Et ça ne va pas pour autant faire disparaître tous les doutes, mais au moins les doutes seront là, mais ils ne nous empêcheront pas d'avancer ni de progresser. Et ça, c'est super important. Donc l'idée, c'est que moi, je vous propose un petit diagnostic orga qui dure 45 minutes pour un petit peu comprendre votre situation spécifique, identifier vos points de blocage, définir les prochaines étapes, que ce soit avec moi ou sans moi, et ressortir avec un plan d'action. Vous avez un exemple de ce à quoi ça ressemble. Ça, c'était les disponibilités que j'avais cette semaine. J'en ai quelques-unes là sur les prochains jours de février. On va vous mettre le lien dans le chat pour que vous puissiez prendre un rendez-vous dès maintenant. Vous allez voir, il y a pas mal de questions à répondre pour prendre ce rendez-vous. Moi, c'est important que vous preniez le temps d'y répondre pour que je les prépare bien et qu'on soit vraiment efficace. Ça me permet aussi de voir dans quelle mesure vous êtes motivé aussi pour vraiment avoir des personnes qui ont envie de changer les choses et qui ont envie d'apprendre à mes côtés. Donc, il faut savoir que ce point il est utile, ça c'est le dernier point, que pour celles et ceux qui, déjà ont conscience de leurs difficultés d'organisation et de leur fonctionnement atypique. Des personnes qui, idéalement, travaillent à leur compte ou sont dans un projet de reconversion, donc doivent un petit peu jongler entre deux activités, en tout cas une activité en place et une activité à construire. Des personnes qui sont motivées à améliorer la manière de fonctionner. Si vous n'êtes pas motivé, si vous n'avez pas envie de changer des choses, ça va être difficile pour moi de vous apporter quoi que ce soit. Et enfin, il faut connaître la différence entre dépenses et investissement. Et ça, c'est très difficile aussi quand on est entrepreneur débutant de voir la nuance entre les deux parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire ce geste qui est d'investir sur soi. Donc pour conclure, avant de passer à vos questions, on a beau avoir un TDAH, il faut savoir que des solutions existent pour reprendre le contrôle et s'épanouir au niveau pro comme au niveau perso. Et mon expérience le montre, l'organisation personnelle, c'est la base qui permet de travailler tout le reste. C'est pour ça que je suis vraiment focalisé là-dessus. Et là, on voit le petit retour d'une cliente qui m'a fait très plaisir,
qui me dit: «Franchement, sans toi, la weekly review et Todoist, je serais encore sous l'eau. J'ai pris un rythme de croisière qui me va bien et qui me permet de récupérer très rapidement quand j'ai des imprévus, comme le déménagement la semaine dernière qui a duré plus longtemps». Donc voilà, on va partir sur la session questions-réponses. On finit avec mon petit slogan: «Le TDAH ne se guérit pas, il se dompte». Donc si vous voulez qu'on vous aide à dompter votre TDAH, eh ben, on est à votre disposition pendant cet échange aujourd'hui et éventuellement lors d'un petit rendez-vous par la suite.